Nous, on aurait pu avoir un Retailleau à Place Beauvau si on était au pouvoir, mais on n'aurait pas eu Migaud face à lui. Dans les médias aujourd'hui, on nous parle de Sandrine Rousseau qui souhaite ouvrir une salle de shoot dans une église à Marseille, à l'heure où l'Inde diplôme 700 000 ingénieurs par an. Bonjour Andrea Cotarac, Bonjour je suis ravi de vous compter parmi nos invités pour cette interview frontale. Vous êtes également, en plus d'être porte-parole du Rassemblement National, un fin spécialiste des questions internationales. C'est aussi pour cela que je voulais vous recevoir ce matin, parce qu'il y a beaucoup de sujets aujourd'hui mouvants. C'est assez difficile aussi d'en parler en toute indépendance, en toute honnêteté, parce que c'est complexe et nos auditeurs aiment avoir un petit peu les avis là-dessus. On parlait pour préparer un petit peu cette interview justement de l'actualité internationale, et on souhaitait justement parler de ce qui se passe en ce moment avec les BRICS. Alors pour rappeler un petit peu à nos auditeurs, en ce moment on se tient justement ce sommet des BRICS. Il y a 24 dirigeants mondiaux, parmi lesquels le président chinois Xi Jinping, le président iranien, turc, indien, le secrétaire général de l'ONU, qui sont attendus à Kazan, la capitale séculaire du Takastan. Et donc Vladimir Poutine là-bas s'y affiche comme quelqu'un qui finalement ne serait plus isolé. On sait également qu'il a une politique monétaire qu'il veut leur proposer. Quel est votre regard justement sur cette actualité d'un autre monde qu'on ne voit pas souvent en France, mais qui est en train de s'organiser? Oui, je vous remercie, M. Tegner, d'en parler, puisque objectivement, à part Frontières, personne n'en parle vraiment. Et pourtant, c'est une actualité internationale, et non des moindres. Alors moi, je ne fais pas partie des gens qui vont dire que l'alliance des BRICS va tout retourner la table, etc. En revanche, c'est quand même un sommet extrêmement important, parce que je rappelle quand même que les BRICS se sont élargis, qu'il y a énormément de pays qui demandent à y adhérer. Je pense à la Turquie, par exemple. Et finalement, on voit que les BRICS, c'est quasiment la moitié de la population mondiale. C'est une part très importante du PIB mondial. C'est une position dominante dans les réserves et la production de matières premières, pétrole, gaz. Vous avez l'Arabie Saoudite premier en pétrole, la Russie premier en gaz, l'Iran premier en lithium. Vous avez une position dominante des BRICS sur les terres rares. Les métaux. Vous avez une position dominante à peu près dans tous les domaines, et vraisemblablement, lors de ce sommet, ils souhaitent établir une plateforme commerciale entre eux sans le dollar, ce qui est quand même une révolution. Alors tout à l'heure, M. Taube parlait des élections européennes. M. Trump a un axe de campagne principal quand même, c'est qu'il souhaite taxer à 100% les produits qui proviennent d'un pays qui souhaite abandonner le dollar. Donc on assiste véritablement à une guerre commerciale entre deux blocs, deux visions, deux philosophies, deux types d'institutions, l'OMC, mais aussi l'organisation de Shanghai de l'autre côté. Et parfois, on compare les choses. Enfin, je veux dire, dans les médias aujourd'hui, on nous parle de Sandrine Rousseau qui souhaite ouvrir une salle de shoot dans une église à Marseille, à l'heure où l'Inde diplôme 700 000 ingénieurs par an. Vous avez Bruxelles qui fait des résolutions pour vérifier si l'état de droit existe vraiment aux Philippines, et sinon on va les sanctionner, à l'heure où l'Inde envoie un satellite sur la Lune. On débat de la taxe montgolfière du Parti Socialiste à l'Assemblée nationale, alors qu'on voit que d'autres pays émergents sont en train de véritablement de construire un autre monde. On voit qu'en fait, on reviendra dessus tout à l'heure, l'Union européenne qui devait être une sorte de superpuissance est devenue une sous-puissance. Justement, dans ces BRICS, ce qui est intéressant aussi, c'est de voir la position d'un Vladimir Poutine, où on pensait justement, c'était Bruno Le Maire qui disait qu'il allait mettre son économie à terre. On sait, c'est ce qui s'est passé dans les premières semaines de l'invasion de l'Ukraine. Il y a eu justement le blocage de SWIFT, le système de paiement, et ce qui les pousse, comme vous le disiez, à créer ce qu'ils veulent faire, c'est-à-dire la BRICS Pay. Quelle est la réalité aujourd'hui de la relation, par exemple, entre la Chine et la Russie? Comment vous voyez cet axe qui est en train de se former? On voit aussi des nouveautés. On a vu que la Corée du Nord envoie 13 000 hommes en Ukraine. Donc c'est aussi une relation complexe entre les deux alliés. C'est une relation complexe. Moi, je pense que, c'est ce que dit Marine Le Pen d'ailleurs, que l'Europe, l'Union européenne, a poussé un petit peu Vladimir Poutine vers la Chine, et qu'aujourd'hui on a tout ce qu'on ne voulait pas, à savoir le plus grand pays du monde, la Russie, qui est allié avec le pays le plus peuplé du monde. Et objectivement, ça devrait être inquiétant de voir qu'on a un bloc qui est en train de se créer, et que les relations demain qui pourront être réchauffées, ça va quand même prendre un peu de temps. Alors les BRICS ne sont pas forcément une alliance anti-occidentale, c'est surtout un partenariat. On a des pays comme l'Inde qui sont quand même relativement proches de l'Union européenne,
européenne sur certaines positions, oui, et notamment de la Macron, France ouais, et d'Emmanuel Macron, et j'espère du successeur d'Emmanuel Macron, parce que l'Inde est un grand pays, une grande civilisation, avec, j'en parlais tout à l'heure, des ingénieurs, avec une volonté de Narendra Modi de faire l'Inde 2080, c'est-à-dire que l'Inde soit autosuffisante en 2080 dans absolument tous les domaines. C'est vers ça qu'il faut tendre. Le mondialisme, la mondialisation heureuse de Jacques Attali, objectivement, plus personne n'y croit, peut-être à part lui et quelques macronistes et Monsieur Taube qui nous a quittés à l'instant, mais objectivement, sur la planète Terre, plus personne n'y croit. On veut privilégier les entreprises locales, on veut privilégier les circuits courts, on veut privilégier et défendre les savoir-faire de nos propres pays. Donc c'est vers ça qu'on va, c'est vers ce monde qu'on va, et moi, je suis partisan d'une France équidistante, c'est-à-dire équidistante à la fois des États-Unis d'Amérique qui nous rachètent Alstom hydroélectrique, qui nous rachètent les Doliprane de manière extrêmement agressive, voire mafieuse, et de l'autre côté, être à équidistance aussi de la Chine et de l'Inde qui sont en train de construire un autre monde. Donc, on reviendra d'ici quelques minutes sur Doliprane justement. Ma dernière question sur ce qui se passe un petit peu en Ukraine. Vous parlez d'Emmanuel Macron. Il s'avère que cette semaine, on a vu une sorte de changement de plan. Alors, ça commençait à se profiler, notamment depuis le 7 octobre. C'est-à-dire que finalement on a l'air un peu moins allié de l'Ukraine qu'avant, et là il s'est affiché justement avec le chancelier allemand, avec d'autres dirigeants également européens, où il appelle à la paix. C'est-à-dire qu'avant on appelait à la victoire de l'Ukraine, aujourd'hui on appelle à la paix, c'est-à-dire que sur la sémantique il y a une modification. On a la sensation que cette fois-ci pour le coup ils sont prêts à accepter ce qu'ils n'étaient pas prêts, en tout cas officiellement accepter il y a 1 an et demi. Qu'est-ce que vous en pensez? D'abord je tiens à vous féliciter parce que vous êtes un des seuls journalistes qui est allé sur le terrain. Moi, j'ai été aussi avec un casque sous les bombes et les missiles. L'Ukraine, c'est aujourd'hui pratiquement 1 million de morts en Europe. C'est-à-dire c'est une guerre entre Européens, ce qui est quand même absolument fou d'aller au-delà et de tuer davantage. On a une crise absolument sociale où l'armée ukrainienne va chercher les plus pauvres. Ce sont les plus modestes, dans les villages les plus reculés, qui évidemment perdent la vie. Les oligarques ukrainiens sont ici, à quelques rues de ce studio. Par conséquent, je crois qu'il faut arrêter, en tout cas promouvoir la paix. C'est ce que dit Marine Le Pen depuis maintenant très longtemps. Et je note quand même en Europe que Madame Meloni prend un poids et un rôle extrêmement important. Parce que à l'heure où l'Union européenne là, va donner cette semaine 35 milliards d'euros au fonctionnement de l'État ukrainien, c'est-à-dire 8 milliards de plus de contributions françaises, à l'heure où on n'arrive pas à boucler un budget quand même, vous voyez Madame Meloni qui se pose en leader pour un sommet de la reconstruction de l'Ukraine. C'est-à-dire qu'elle se projette déjà dans la paix. Elle a proposé, elle était à Beyrouth la semaine dernière, quand même, sous les bombes, premier chef d'État européen à le faire. Et d'une certaine manière, elle ridiculise l'initiative d'Emmanuel Macron sur le Liban ce mois-ci. Donc on voit que la France, quand elle ne tient pas son rôle historique, équidistant, pour la paix, le droit international, d'une grande puissance qui parle à tous les continents, parce qu'on est présent sur tous les continents, et bien d'autres remplissent ce rôle-là. C'est intéressant quand vous parlez de Giorgia Meloni. Alors il faut rappeler que votre véritable allié en Italie, c'est plutôt Matteo Salvini, le gouvernement qui est un petit peu moins atlantiste justement que Giorgia Meloni. Giorgia Meloni, nos auditeurs se disent, elle est vraiment alignée sur les positions américaines. Lorsqu'on vous entend, est-ce que vraiment c'est le cas Écoutez, bon, c'est le gouvernement. Et oui, moi, bien sûr. Je suis vraiment pro-Salvini pour le coup, parce qu'il a d'ailleurs un parcours assez similaire au mien, puisqu'il vient de la gauche, donc il a une vision sociale. Il ne souhaite pas qu'un Italien soit mis du côté de la route. Donc j'apprécie cette philosophie de M. Salvini. Il n'empêche, Meloni, elle n'est pas forcément atlantiste. On aurait pu le croire au départ, elle avait des positions atlantistes, mais c'est effectivement la première interlocutrice, à mon avis, devant l'Allemagne des États-Unis d'Amérique en Europe. Mais c'est une dame qui a réouvert, par exemple, l'ambassade italienne à Damas, en Syrie. C'est une femme qui souhaite renouer le dialogue avec Bachar al-Assad, avec de nombreux pays européens, ce que ne fait pas Emmanuel Macron. C'est quelqu'un qui était en Chine récemment à Pékin en expliquant que la Chine était un acteur important, ce qui est quand même une des seuls chefs d'État européens qui a ça. Elle a rouvert la discussion sur un partenariat stratégique avec la Chine. Elle était à Beyrouth récemment où elle est allée voir les soldats de la Finule, les Italiens, en disant attention là, Israël, ça c'est mes soldats. Donc on va respecter le droit international. C'est une sorte de leader qui à la fois parle aux BRICS dont on parlait tout à l'heure, à la Chine, au monde arabe, au Liban, et notamment notre partenaire à nous, un peuple frère, le Liban, ce que ne fait pas Emmanuel Macron. Donc finalement, elle arrive à parler un peu à tout le monde, et c'est un peu cette vision équidistante que moi je veux pour la France, et c'est d'ailleurs pour ça que je travaille pour Marine Le Pen avec une grande fierté. Est-ce que vous ne pensez pas d'ailleurs que j'en profite que vous soyez là pour poser cette question
que sur la politique internationale, le problème, c'est de voir tout par l'idéologie. Vous disiez, moi, j'étais allé effectivement dans le Donbass. Je me suis pris beaucoup de critiques en raison de ça, vous également, parce que vous étiez allé également, je crois, en Crimée aussi. Et vous connaissez bien ces zones. C'est très compliqué aujourd'hui de parler justement de politique internationale. Et dans le même temps, et je peux le dire, sachant que nous, le média, on a plutôt un soutien vis-à-vis d'Israël, même sur le conflit israélo-palestinien, c'est très compliqué. C'est un peu comme s'il y avait eu un front renversé où en fait c'est très dur d'avoir de la nuance parce que voilà. Et qu'est-ce que vous pensez de ce manque peut-être à un moment de capacité des Français, contrairement aux Américains, à avoir un vrai regard géopolitique? Je pense pas que ce soit les Français, je pense que c'est le monde médiatico-politique qui cristallise un peu les choses. Les Français, ils sont parfaitement conscients, c'est un peuple hautement politique. On est un peuple d'Amérique latine avec la Guyane, on est un peuple des Caraïbes, de l'océan Indien, du Pacifique avec la deuxième puissance maritime. Donc deuxième puissance maritime, donc on est un grand peuple capable de comprendre les enjeux sur l'ensemble des territoires. Et je pense que moi, les Français sont pour la paix, ils sont pour arrêter un conflit aux portes de l'Europe. On a été extrêmement accueillant, et le Rassemblement national en premier lieu, pour accueillir des réfugiés ukrainiens qui souffraient, parce qu'en réalité, c'est pas l'Ukraine qui se bat, ce sont deux blocs qui se battent sur le territoire ukrainien, dont la première victime, c'est le peuple ukrainien. Et donc, je pense qu'il faut arrêter cette boucherie qui atteint des niveaux proches des pertes de la Première Guerre mondiale quand même. C'est pas moi qui le dis, c'est une enquête du Monde et du Temps, le journal suisse. Donc, je pense qu'on est parfaitement conscient aussi au Proche et Moyen-Orient. On a une communauté française importante en Israël, extrêmement importante en Israël, et aussi une communauté très importante au Liban avec presque 23 000 ressortissants français. Donc on est une grande puissance capable de comprendre les enjeux mieux que quiconque, en tout cas en Union européenne. Vous parliez tout à l'heure justement de Doliprane et des Américains. C'est intéressant ce sujet parce que pour rappeler un petit peu à nos auditeurs, là, il y a à peu près 8 ou 10 jours, on a appris que Sanofi allait se débarrasser d'une de ses filiales, notamment qui gère le fameux médicament Doliprane qui est accessible aujourd'hui à tous les Français, et que finalement ils ont choisi plutôt un fonds d'investissement américain que le fonds PAI, qui est un fonds qui aujourd'hui est un fonds d'investissement français, qui est historique, qui a près d'une centaine d'années. Il y a eu évidemment une polémique qui a été lancée, y compris par des députés par exemple de Renaissance comme Charles Ordwell. Ils ont été une soixantaine à signer une tribune pour s'opposer justement à cette vente. On croyait que le gouvernement allait revenir en arrière, et finalement c'est bien ce fonds d'investissement américain qui a remporté la donne. Qu'est-ce que vous pensez un petit peu de cette nouvelle ingérence? On se retrouve demain, on sait très bien que le Doliprane, il peut y avoir une pénurie, qu'on sait que aux États-Unis le Doliprane vaut plus cher, et donc s'il faudrait privilégier un jour les Américains ou les Français, ils privilégieraient de facto les Américains. Oui, vous avez raison, et d'ailleurs si le Doliprane est vendu aussi massivement aux États-Unis, c'est aussi parce que le Doliprane est efficace et que c'est une marque. Et j'ai écouté hier M. Montebourg qui expliquait que la patronne de cette filiale de Sanofi avait reçu en package management 200 millions d'euros de la part des Américains, pour qu'elle puisse vendre aux Américains. C'était 50 millions de la part du fonds d'investissement français. Parce que c'est 15 milliards la vente, c'est énorme. Et si vous voulez, on a chez Doliprane, alors pour rentrer très brièvement sur le fond, c'est une usine d'assemblage, c'est-à-dire que le principe actif est dans le domaine public, n'importe qui peut le produire, et cette usine assemble sous blister, dans le plastique et dans les boîtes, etc. Mais si vous voulez, les lignes de production de paracétamol, je sais qu'il y en a 2 qui vont ouvrir dans le sud-ouest de la France, donc c'est une bonne nouvelle. Oui, c'est de la relocalisation qui est prévue. Exactement, mais si vous voulez, quand on prend un peu de recul, vous parliez des BRICS tout à l'heure, vous savez que sur le principe actif donc des paracétamol, 60 à 80% des productions, c'est Chine et Inde. Et moi, je me souviens pendant la crise du Covid qu'on disait, mais on n'a plus de souveraineté, on ne sait même plus trouver des masques, je ne parle même pas des Doliprane, et qu'à un moment donné, il faut relocaliser pour être souverain et donc libre de pouvoir soigner notre population et notre peuple. Mais vous avez bien d'autres médicaments où rien n'a été fait. Moi, j'étais en campagne dans l'Ain, des gens venaient me voir en disant, je ne trouve plus d'insuline. Je ne trouve plus de médicaments contre l'hypertension. On a une multitude, vous avez des listes sur Internet, de médicaments qui sont en tension, où les Français, le peuple français, la 6e puissance mondiale, nos habitants n'arrivent même pas à aller trouver tel ou tel médicament qui objectivement ne sont pas des médicaments de très haut niveau. L'insuline contre l'hypertension, vous devriez quand même, dans un pays qui est la 6e puissance mondiale, en trouver, il n'y en a pas. Et je sais que les États-Unis ont une position extrêmement agressive
Je me souviens, moi, d'Alstom dans ma région, les turbines d'Alstom, le cœur des centrales nucléaires françaises, des barrages hydrauliques français, donc d'une énergie décarbonée. La France était un pôle d'excellence. On l'a lâché aux Américains parce qu'ils ont été extrêmement agressifs, qu'ils ont placé une amende contre Alstom, qu'ils ont emprisonné un cadre d'Alstom pour faire en sorte qu'on le vende à General Electric. Et je sais qu'aux États-Unis, en revanche, on bloque certains investissements étrangers, notamment français, pour protéger leur production américaine. Je ne dis pas qu'il faut répondre du tac au tac, c'est la première puissance mondiale, mais quand même, on devrait avoir un minimum de réciprocité pour protéger notre savoir-faire, nos usines, nos ouvriers et évidemment, en définitive, les Français. Justement, je voulais faire un petit point sur l'insuline. En fait, ça a été dû aussi et en grande partie à un effet de mode qu'il y a eu sur les réseaux sociaux et notamment sur TikTok. Des jeunes en fait qui montraient que l'insuline permettait à des jeunes femmes qui ont envie de perdre du poids beaucoup plus facilement. Et donc, il y a eu du surachat d'insuline de personnes qui n'en avaient pas besoin à des fins de diabète ou autres et qui se retrouvaient donc à acheter ça pour perdre du poids au détriment des personnes qui sont vraiment malades et qui se retrouvaient sans insuline. Et justement sur cette question de Doliprane, moi j'ai lu dans la lettre qu'il y avait également derrière cela parce que ces enjeux, 15 milliards c'est énorme, pour 5 milliards de chiffre d'affaires, une vente à 15 milliards c'est une excellente vente, ça veut dire que c'est vraiment valorisé et on sait très bien que Sanofi qui peut garder des parts va finir par se retirer parce que la concurrence le fait, parce qu'ils veulent se concentrer sur d'autres marchés. Mais ce que j'ai lu dans la lettre, c'est qu'il y avait derrière une bataille justement de cabinets de lobbying. Donc c'est un cabinet de lobbying qui s'appelle Pearl, qui a remporté justement un petit peu, ce sont des proches, des anciens proches d'Emmanuel Macron, qui a remporté ce marché. C'est les mêmes qui justement dépouillent en fait l'ensemble des industries françaises. Est-ce que vous pensez, parce qu'on a toujours cette sensation que derrière ce sont des cabinets de conseil, vous parliez d'Alstom tout à l'heure, qui finalement favorisent grâce à leur entre-gens, leur lobbying vis-à-vis des députés, etc. à l'Assemblée nationale, la vente en fait des fleurons français. Oui, moi je vous invite et j'invite vos auditeurs à regarder un film qui s'appelle La Guerre fantôme, qui est basé sur 2 livres sur comment était vendu Alstom hydroélectrique. C'est un pôle d'excellence mondial avec nos ouvriers, avec un génie français extraordinaire. Eh bien, vous remarquerez dans ce film-là et dans ces 2 bouquins que c'est l'oligarchie française qui l'a vendu. C'est-à-dire que ce ne sont pas des Américains, ce sont des Français, des hommes politiques de droite, de gauche, conseillés par des cabinets de conseil, de droite, de gauche, étrangers. Tout le monde a été arrosé. Et moi, ça me fend le cœur et ça me fait même mal au ventre de voir que ce sont une petite élite de Français et d'oligarques qui vendent tous les joyaux de notre pays et qui mettent des ouvriers à la porte et sur le bas-côté. C'est une bonne transition pour parler politique. Évidemment, on n'allait pas louper à la fois un enjeu national et un enjeu régional pour vous. Avec Louise, on a retrouvé le son d'un homme que vous appréciez, que vous tenez haut en estime et on aimerait que vous réagissiez. Exactement. Souvenez-vous, l'été dernier, lors des élections législatives anticipées, le ralliement d'Éric Ciotti vers le Rassemblement national et certains n'ont pas vu ça d'un très bon œil. C'est le cas de Laurent Wauquiez. On écoute tout de suite. Quand on fait de la politique, on ne répond pas par des accords, des coalitions, des petites ententes faites en catimini pour négocier des circonscriptions. On le fait en défendant ses convictions. Souvent un peu dur vis-à-vis de Laurent Wauquiez, ça reste quand même un homme de droite qui porte des convictions. Vous vous opposez souvent à lui, notamment au sein de son conseil régional. Enfin, Laurent Wauquiez, un homme de droite, il a quand même été élu dans son fief de Haute-Loire face au Rassemblement national, grâce au désistement d'Europe Écologie Les Verts, de Sandrine Rousseau, dont on parlait tout à l'heure. Donc, en termes d'homme de droite, il devrait remercier Europe Écologie Les Verts et le Nouveau Front Populaire en premier lieu. Par ailleurs, moi, si vous voulez, Laurent Wauquiez, c'est le symbole de ce qu'il reste des Républicains. C'est un pyromane à Bruxelles et c'est un pompier à Lyon. Moi, je le subis depuis 2015 et je sais qu'il a, par exemple, pendant la crise agricole, aidé les agriculteurs. On a voté pour, comment voter contre ? Mais on s'aperçoit que son parti vote pour Mme van der Leyen, a validé des traités de libre-échange qui asphyxient les agriculteurs. Vous avez Laurent Wauquiez qui propose la clause Molière, donc de favoriser les entreprises françaises dans les appels d'offres. Mais en même temps, Laurent Wauquiez n'a jamais remis en cause ni le traité de Lisbonne qu'il a validé, ni la concurrence libre et non faussée qui précisément empêche à la France de favoriser ses propres entreprises. Donc si vous voulez, Laurent Wauquiez, c'est un peu... un pyromane à l'échelle bruxelloise et un pompier local. C'est quelqu'un qui est un Christophe Roccancourt de la politique, c'est-à-dire
un génie de l'escroquerie politique, c'est-à-dire un génie parce qu'au demeurant c'est quelqu'un de très cultivé, c'est quelqu'un qui a un talent communicationnel indéniable, mais de l'escroquerie parce que c'est quelqu'un qui, je pense à la phrase de Bossuet, Dieu se rit des personnes qui se plaignent des conséquences et qui chérissent les causes. Laurent Wauquiez, c'est ça, il combat au niveau national à Paris et à Lyon les conséquences des causes qu'il a lui-même mis en place à Bruxelles avec ses amis du PPE et Madame von der Leyen. Est-ce que c'est pas un peu devenu démagogique de dire toujours que LR, le PPE, von der Leyen, c'est la même chose? Parce que si on regarde Bellamy au niveau européen, il n'a pas voté pour la nomination de von der Leyen à la Commission européenne. Et vous, aujourd'hui, il s'avère que vous êtes allié avec Marion Maréchal, qui est au groupe ECR, où on sait que Giorgia Meloni, pour le coup, a contribué à faire élire von der Leyen. Est-ce que finalement, c'est pas un peu facile? Parce que quand on interroge François-Xavier Bellamy, il nous dit toujours c'est de la démagogie du Rassemblement national, nous on se bat, on est dans une majorité, on n'est pas soumis. François-Xavier Bellamy, quand on l'écoute, et moi quand je travaillais à Bruxelles, il avait des discours parfaitement cartésien et même de jolis discours, puisque c'est quelqu'un qui est assez littéraire. Je me souviens pendant la crise du Covid, il parlait des libertés chéries, etc. C'est quelqu'un qui est assez intéressant. Il n'empêche, les Républicains sont le parti qui ont mis en place les fondamentaux de l'Union européenne actuelle. Le traité de Lisbonne, c'est-à-dire la trahison du vote du référendum de 2005 où les Français ont voté non, c'est les LR et le Parti socialiste. La concurrence libre et non faussée, c'est les LR et le Parti socialiste. Monsieur Wauquiez, par exemple, et on l'a soutenu, s'opposait à la répartition des migrants, vous savez, avant les Jeux Olympiques, dans les régions, dans nos villages. Mais dans le même temps, il soutient le pacte des migrations qui précisément organise la répartition des migrants dans tous les pays de l'Union européenne. Donc on ne peut pas être à la fois, je le disais tout à l'heure, un pompier au niveau local, jouer contre l'immigration incontrôlée pour les agriculteurs et dans le même temps être idéologiquement attaché au mondialisme et à l'idéologie de l'Union européenne et de l'abaissement des frontières. On en parlera justement tout à l'heure à Georges Fenech, j'entends qu'il est arrivé pour tout à l'heure le prochain interview. En même temps, vous, aujourd'hui, Bruno Retailleau, vous le soutenez avec Marine Le Pen. Pourtant, il fait partie de cette caste que vous dénoncez depuis 5 minutes ici. Mais moi, j'ai pas de problème avec des personnes, avec des gens qui ont des analyses. Je vous parlais tout à l'heure de M. Montebourg. Là, il est ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau. M. Montebourg, lorsqu'il parle de l'agressivité américaine et du fait qu'une oligarchie française vend nos joyaux et met des ouvriers à la porte, il a raison. Pourtant, il n'est pas membre du Rassemblement national. M. Retailleau a un bon diagnostic, selon moi, sur l'immigration, sur l'efficacité qu'il faut avoir. Le véritable problème, c'est qu'en face de lui, il a M. Migaud. Je veux dire, nous, on aurait pu avoir un Retailleau à Place Beauvau si on était au pouvoir, mais on n'aurait pas eu Migaud face à lui, qui précisément l'entrave dans l'efficacité que la France doit apporter. Du coup, vous allez voter une motion de censure ? Une motion de censure. Parce que c'est ce qui paraît très cohérent. Si vous voulez, la classe politique française, pour que vos auditeurs le sachent, elle est un petit peu dans une galère romaine. C'est-à-dire qu'on sait qu'il n'y aura pas de dissolution avant 9 ou 11 mois. Et donc, il faut bien que la France avance. Quand je vous parlais tout à l'heure de l'Inde qui envoie des satellites sur la Lune, des Japonais qui orientent leurs élèves vers des sciences dures parce qu'ils savent que la concurrence au niveau mondial sera compliquée et qu'il faut que le Japon continue d'exister. Quand je vous parle de la Chine, de la Turquie qui souhaite adhérer au BRICS, des plateformes de dédollarisation, on sait que ça va être rude. Et on constate en France qu'on a un gouvernement qui est minoritaire. Il faut bien que la France avance, il faut bien leur donner leur chance. Il n'empêche, je crois que le Rassemblement national fera bien mieux que ce gouvernement qui est minoritaire, puisque c'est précisément le gouvernement des partis qui ont perdu les élections législatives, ne l'oublions pas quand même. Est-ce que vous avez lu le livre de Jordan Bardella ? Non, je crois qu'il sort, je vous fais une petite pub, le 9 novembre. Et précisément, il faut le précommander pour pouvoir le lire après le 9 novembre. Donc, en ce qui me concerne, en tout cas, je ne l'ai pas lu. Je vous pose cette question parce que Jordan Bardella, dans ce qu'on lit, effectivement, est plus quelqu'un qui assume le positionnement de droite. Marine Le Pen l'assume moins. Vous-même, vous êtes un petit peu l'incarnation de ce fait de dire on n'est ni droite ni gauche, parce que vous venez de la France insoumise. Ça sera intéressant d'ailleurs de revenir sur ce point. Est-ce que c'est conciliable ou est-ce que c'est une stratégie de triangulation un petit peu pour parler à tous les électorats, d'avoir deux personnes qui n'ont pas le même positionnement ? Je pense que c'est une création un peu médiatique. D'abord, moi, je ne crois plus vraiment au clivage gauche-droite, à l'échelle européenne notamment. Je ne dis pas que la gauche et la droite n'existent pas dans l'histoire, dans la culture, dans les livres et dans l'idéologie. Je dis juste que ce clivage, parfois, est un peu obsolète à certains égards. Je vous prends un exemple. Quand on parle de la baisse du coût de l'énergie dans notre pays, baisser la TVA de 20 à 5,5, ça bénéficie aux entreprises
aux chefs d'entreprise, parce que vous ne pouvez pas créer la réindustrialisation, la relocalisation, si précisément votre coût de l'énergie est beaucoup trop cher. Personne ne viendra chez vous pour relocaliser. C'est juste la base. Et dans le même temps, on a dans notre pays 10 millions de personnes qui vivent dans une précarité énergétique. Dans le même temps, dans notre pays, il y a 1 habitant sur 2 du monde rural qui a coupé son chauffage cet hiver alors qu'il faisait froid. Donc si vous voulez, le Rassemblement national, il parle à toutes les catégories sans les diviser. Il parle à la droite, on va dire, classiquement, c'est-à-dire aux chefs d'entreprise qui vraiment ont compris notre message. Et en même temps, il parle à tous ceux qui sont frappés par l'injustice sociale et qui, dans le monde rural, doivent couper leur chauffage pour pouvoir se chauffer. Je pense que dans la 6e puissance mondiale, on doit parler à ces 2 catégories. Moi, je pose une toute dernière question, puisque vous l'avez mentionné tout à l'heure, vous êtes passé de gauche à droite. Qu'est-ce qui a fait exactement du coup, pas de droite, parce que ça n'existe oui, plus vraiment. Ça n'existe plus vraiment. Et la gauche non plus, d'ailleurs. En tout cas, de LFI au Rassemblement national, pour nos auditeurs. Qu'est-ce qui a vraiment déterminé ce changement ? En réalité, c'est pas vraiment moi, c'est la France insoumise qui est complètement partie dans un délire islamo-gauchiste. Moi, je me souviens d'un Jean-Luc Mélenchon qui s'opposait, par exemple, à Terra Nova, ce fameux think tank qui avait dit « Surtout la gauche doit oublier les ouvriers, les forces productives, les travailleurs, pour s'orienter vers les villes, les pôles urbains, les communautés ethniques et religieuses. » Et l'homme qui s'opposait le plus à ça en 2008, il s'appelait Jean-Luc Mélenchon. Et aujourd'hui, l'homme qui applique le programme de Terra Nova vis-à-vis des communautés, du séparatisme, des islamistes, s'appelle Jean-Luc Mélenchon. Jean-Luc Mélenchon, c'est quelqu'un qui, par exemple, refusait de prononcer le mot islamophobie. Il disait qu'on avait parfaitement le droit, dans notre pays, de critiquer une religion ou d'avoir peur dans les religions. 5 ans plus tard, Jean-Luc Mélenchon manifeste avec le CCIF, qui sont précisément des islamistes qui ont été dissous par le ministère de l'Intérieur. Jean-Luc Mélenchon, c'est quelqu'un qui disait que le burkini était un affichage militant, donc islamiste, politique. C'était en 2010 dans le journal Le Monde. Aujourd'hui, il défend l'abaya dans l'école de la République. C'est quelqu'un qui disait que le voile était un problème sur Cato TV. Aujourd'hui, il explique que le voile, précisément, n'est pas un problème. Donc, si vous voulez, il a retourné, finalement, sa ligne politique à 180 degrés pour aller chercher les communautarismes, les séparatismes, certaines personnes islamistes. Alors, c'est peut-être bénéfique dans les urnes, mais en tout cas, c'est dévastateur pour la France à moyen long terme. Merci beaucoup, Andrea Cotarac, d'être venu ce matin dans la matinale. On espère vous voir très bientôt.